Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui pour une pile à lire pour le Cold Winter Challenge qui a été repris depuis l'année dernière, il me semble, par la booktubeuse A Book and a Cup qui nous a concocté du coup cette année un joli challenge de lecture autour de l'hiver qui, qui s'inspire un peu du fait qu'elle va voyager en Scandinavie, donc je ne sais plus exactement où. Et la pile à lire du coup que j'ai concoctée, c'est à la fois des livres que je n'ai pas lus, mais aussi des livres que j'ai déjà lus et présentés sur la chaîne pour la plupart. Donc il y aura sûrement pas mal de redites, vous m'excuserez, mais je pense que je les ai tous au moins présentés sur la chaîne. Donc, euh, le Cold Winter Challenge compte trois grandes catégories qui ont chacun des items avec des mots-clés qui permettent d'essayer de trouver un livre qui correspond à ces mots-clés ou à l'item et que ça passe au chausse-pied ou que ce soit évident. Donc il y a un peu de tout. On va commencer par la première catégorie, c'est voyage en Scandinavie, où nous avons 6 items dedans. Il y a entre Fika et Hygge. Je n'ai pas fait scandinave deuxième langue, je sais que ça n'existe pas, mais bon, je le prononce comme ça. Avec comme mots-clés famille, douceur, gourmandise, maison, pause, partage. Je vais vous présenter un livre qui fait partie d'une... C'est le dernier, si je ne me trompe pas, de la série La charmante librairie de Jenny Colgan. Je vais faire un petit pitch très rapido sur La charmante librairie. Le premier bouquin, c'est une libraire qui bossait dans une médiathèque à Londres qui se retrouve à acheter un petit camion pour être libraire itinérante en Écosse, dans des tout petits villages. Le second bouquin, c'est une jeune fille qui vient, je pense bien de Londres aussi, qui est une maman solo avec un papa qui l'aide pas du tout. Enfin, le père, son conjoint ne l'aide pas du tout avec les frais et tout ça. Elle est vraiment en galère financière et elle se retrouve à la fois gérer cette petite librairie itinérante le temps du congé maternité de la libraire et aussi être plus ou moins dame de compagnie, fille au père chez un aristocrate qui a un grand domaine, etc. et qui est totalement débordé par ses enfants. Le troisième, nous avons un infirmier écossais dans les petits villages, une infirmière londonienne débordée qui switch parce que l'infirmière londonienne, elle a frôlé joliment le burn-out et lui, il me semble que lui, c'est un vétéran de l'armée, donc il a dû être dans un conflit armé et ça va pas trop fort non plus, donc il switch pour voir un petit peu autre chose et que ça aille mieux. Et je sais plus exactement quel était le rapport avec la librairie. C'était le même village que la charmante librairie. Et donc, Noël à la charmante librairie, j'ai trouvé vraiment très drôle. C'est vraiment une série qui est très feel good, hein, toute la série. Mais je pense que tout ce qui est écrit Jenny Colgan, c'est vraiment feel good. Donc, Noël à la charmante librairie, on a deux frangines. La fille aînée, c'est un peu la fille qui réussit tout. Elle est mariée, elle attend son quatrième, elle a une entreprise, elle a une maison magnifique, etc. Et la petite sœur, c'est au contraire, elle a un peu tout foiré. Elle a foiré ses études, elle vient de se faire larguer. Je crois qu'elle risque de perdre son logement parce qu'elle a perdu son travail, un truc comme ça. Et en gros, c'est soit sa mère, soit sa sœur qui lui ont trouvé un petit boulot qui consiste à aider un libraire à sauver son entreprise avant de mettre la clé sous la porte parce que en fait il adore lire des bouquins mais il sait pas du tout les vendre et ce qui pose un peu souci évidemment et cette jeune fille en fait elle se rend compte que c'est un peu mission impossible parce que le mec il a pas du tout l'instinct commercial et elle fait des rencontres assez étonnantes et tout ça c'est à la période de Noël parce qu'il me semble que ça se joue sur 2 mois, sur novembre et décembre. Et le lien, c'est aussi le livre, et le lien, c'est aussi un personnage du deuxième livre, il me semble bien, l'aristocrate, qui vient faire un petit coucou dans ce livre-là et
et faire un petit lien en fait. Il y a toujours un petit lien entre les livres, entre ces livres. Et je pense que c'est le cas aussi pour ces autres bouquins. Donc la série La Charmante Librairie, je vous la conseille très fort. Et en fait, tout rentre dans famille, douceur, gourmandise, maison, pause, partage. Hein, parce qu'on est vraiment sur une série de bouquins qui est super feel good, très doudou. Même si je vous avouerai, je crois que c'était le 3. Il me semble que c'est celui que j'ai préféré. Enfin, il y en a qui vont aborder des problématiques de santé mentale notamment, et donc des fois ça serre un petit peu ça serre un peu le cœur. Item suivant, Yule, solstice, célébration, temps anciens, être magique ou pratiquant la magie, feu. Là, je vais parler d'un livre que j'ai lu, je crois, en octobre. C'est Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazel aux éditions Les Trois Nornes. Nous regrettons la mort, on est sur un livre qui est court, je l'ai lu en numérique, donc mais il me semble que c'est un livre qui fait moins de 300 pages. On est dans un monde un peu d'inspiration celtique, ça fait penser sans doute à l'Écosse avec plein d'îles, ou peut-être à l'Irlande, mais les hommes portent des kilts. On est dans un monde... pourquoi nous regrettons la mort? Parce que en fait ça correspond à une de leurs prières. Parce que dès que quelqu'un meurt, ce qui est censé partir à la mort et permettre au corps en fait de se déliter, reste. Ce qui fait que ça fait un joli zombie. Et c'est pareil pour tout. Les morts en fait restent. Ce qui fait qu'ils ont des rituels qui leur permettent de noyer le mort en allant le tremper dans de l'eau salée, comme si c'était un peu un baptême, mais un baptême pour que le mort reste mort. Et l'eau salée, en fait, elle a le pouvoir d'emprisonner cette espèce d'âme, d'esprit, on ne sait pas trop exactement. Je me souviens plus exactement ce que c'est, qui anime le corps. Et on est dans un monde où les sorcières existent, on est dans un monde où il y a des druides, on est dans un monde où il y a de la magie. Et c'est assez glauque parce qu'on est quand même sur des zombies et on est du coup sur des familles qui... Enfin, tout le rapport à la mort est complètement différent d'une autre. Et qui dit sorcière dit aussi inquisition. Et en fait, on a un personnage de femme dont j'ai oublié le nom qui, au début de l'histoire, en fait, doit retourner dans son village d'enfance pour aller noyer sa mère qui est décédée. Et à partir de là, il va y avoir toute une quête à la recherche d'une sorcière avec un homme. Donc l'inquisitrice, elle a 25-30 ans, un truc comme ça. Elle est, c'est quelqu'un, c'est une combattante, si vous voulez, c'est une guerrière. Et elle est accompagnée d'un fromager qui fait partie de sa famille, il me semble. Ça doit être un oncle ou quelque chose comme ça, qui a une soixantaine d'années. Et ce drôle de petit duo, accompagné de quelque chose ou quelqu'un d'autre, va aller un petit peu à la chasse aux sorcières parce que l'Inquisition brûle des sorcières. Et voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que je trouve que c'est un livre qui est pas évident qui n'est pas évident à, comment dire, à résumer. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et c'est un livre il me semble que j'avais eu un petit peu de mal à le lire. Je dis pas que je suis vraiment rentrée dedans. J'étais très intéressée, mais je pense qu'il aurait été un peu plus étoffé. Je dis pas que c'était précipité non plus, mais il aurait été plus étoffé. Je pense que j'aurais été plus dedans. Et il est possible que je l'ai lu aussi après un bouquin qui m'avait demandé pas mal de concentration, ce qui faisait que c'était moins le cas pour ce livre-là. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment un super bouquin que je relirai certainement parce que j'ai toute confiance en Lorraine Bélez des Trois Nornes comment dire, pour me proposer des bouquins qui vont me correspondre parce que son contenu sur les mots de l'imaginaire me correspond de manière générale. Donc voilà. Ensuite, on est à oh la vache, Jolupouki, un truc comme ça, avec comme mots-clés secret, peur, animaux, métamorphose, sacrifice, cadeau, et j'ai une sacrée pile de bouquins à ma gauche. Je l'ai déjà montré au moins 2 fois ce bouquin-là. La légende du noble chat
Piste fouet de Tad Williams aux éditions de Nemos. On est sur un bouquin qui est récent. Oui, il est de 2021 que j'ai acheté, peut-être 1 ou 2 euros en occasion. Alors, Tad Williams, c'est l'auteur de L'Arcane des épées, qui est quand même une série américaine connue de fantasy. Et là, la manière dont c'était présenté, c'est un Seigneur des Anneaux, mais avec des chats et en un seul volume. Je trouve que le bouquin déjà, il est magnifique. Le jeune chat Pistefouet vient tout juste de se voir conférer un nom par l'Assemblée des Anciens, et alors qu'il trouve l'âme sœur en la personne de la jolie Pâte Feutrée, elle disparaît dans des circonstances mystérieuses. Dans un monde où l'homo, descendant perverti du chat, n'est là que pour lui obéir, des créatures autrement dangereuses hantent la terre et ses entrailles. Parti en quête de sa belle avec son compagnon, l'espiègle chat bon vif, le jeune aventurier ne tarde pas à entendre parler d'ombres qui rôdent dans la nuit. Il devra alors les affronter dans l'angoisse et dans l'horreur. Il me fait vraiment envie, je ne sais pas pourquoi j'attends. Mais ouais, celui-là je l'ai depuis un petit moment. Ensuite, allons au sauna avec des histoires d'humour, des histoires courtes, de tradition, d'amitié, d'équilibre. Et je voulais parler de ce bouquin. Un recueil de nouvelles, voire de novellas. C'est Noël avec donc 6 autrices. Sarah Fay, j'étais sa partenaire cette année pour la série Les Killing Vipers, une série de romances à suspense avec des bikers qui est terminée. Donc si vous voulez y aller, vous foncez. Zoé Aran, je l'ai rencontrée lors du salon Sea Book and Love à Béné, à côté de Nantes. J'ai acheté un de ses livres que je n'ai pas lu encore. C'est une autrice de romance. Adelka, je ne la connais pas. Miliès non plus. Valérie Delahaye non plus. Et Sandy Christine, je l'ai rencontrée aussi au salon Sea Book and Love parce que Sandy Christine, Zoé Aran et Sarah Fay étaient sur la même table. Et comme je suis timide, moi je suis restée chez les gens que je connaissais un peu. Donc je leur ai acheté des bouquins à toutes. C'est un recueil de nouvelles qui coûte 15 euros en 15 euros en papier, que vous pouvez retrouver, il me semble aussi. Vous pouvez le retrouver dans le cadre de l'abonnement Kindle. Sinon, il faut l'acheter. Vous pouvez le prendre en numérique aussi. Donc, on est sur... je vais vous lire tout simplement le 4e de couverture. Ce livre-là et un autre, ils vont faire partie d'une série sur les romans de Noël. Donc, je dis romans de manière générale. Donc, tu aimes les romances et la magie de Noël. Cette année, 6 autrices se sont réunies pour t'offrir 6 nouvelles autour du thème de Noël dans des univers différents. Pars à la découverte de ce recueil dont les bénéfices des ventes Amazon profiteront à l'association AIDA qui offre des cadeaux de Noël aux enfants hospitalisés. À Noël, comment réagirais-tu si tu te retrouvais coincé dans ton entreprise le soir du réveillon avec ton boss? Je me demande si c'est pas la... Non. Si, c'est la nouvelle de Sarah Fay. Si tu devais organiser le mariage de ta sœur en compagnie d'un témoin aussi arrogant que sexy, donc ça c'est la nouvelle de Zoé Aran. Si une boule de Noël pouvait tout changer dans ta vie, c'est la nouvelle de Millie S. Si tu devais cohabiter une semaine avec un homme que tu détestes et son ex, je pense que c'est Adelka. Si les reines amenaient la magie de Noël, là c'est Valérie Delahaye. Ou si tu retrouvais ton amour d'enfance, et là je pense que c'est la magie d'une boule de Noël de Millie S, si je me suis pas trompée, je me souviens plus. Bref, on est sur un livre Amazon, donc en tête de chacune a son petit sapin ou sa petite boule de Noël en fonction de... Enfin, moi ça me dit parce que Sarah Fay, je lui fais confiance. Alors, il me semble que ce sont des autrices aussi qui ont été formées chez Licard. Je dis peut-être des bêtises. Et il me semble qu'il y a... Ah non, donc ça doit être à la fin,
qui est un petit peu leur bio. À la fin de chaque nouvelle, il y a un petit à propos de l'autrice avec sa bibliographie et son compte Instagram, etc. Donc, c'est l'occasion de découvrir des autrices, donc des univers qu'elles développent, et aussi donc de faire un don à une association qui offre des cadeaux aux enfants hospitalisés. Et c'est toujours top. Dans cette optique, je vous présente un deuxième livre dans le même item. C'est toujours de chez Sarah Fay. Vous avez encore quelques semaines pour vous le procurer s'il reste en numérique, parce que je ne sais plus s'il en reste en physique. C'est Le contrat de Noël, donc de Sarah Fay aux éditions Lasca. Je précise que je ne suis... c'est en dehors de mon partenariat avec Sarah. Je précise également que les éditions Lasca, malheureusement, sont en train de fermer leurs portes. Et si vous voulez commander quelque chose dans cette maison d'édition-là, particulièrement en numérique, c'est ce mois-ci. Clairement, c'est ce mois-ci parce que le 31 décembre, le rideau se ferme et au revoir aux éditions Lasca. Donc le contrat de Noël, Judy est désespérée. Jeune trentenaire et directrice de sa propre agence, on peut dire qu'elle a réussi sa vie. Mais ce Noël risque d'être plus compliqué que prévu. Alors que les vacances en famille approchent à grands pas, elle ne sait toujours pas qui l'accompagnera. Le pari est pourtant simple. Pour redonner le sourire à sa mère et clouer le bec de son frère, elle doit venir avec l'homme qui partage sa vie. Le hic, c'est que Judy n'a pas de petite amie. À 2 jours du grand départ, elle cherche toujours une solution. Un escort boy? Trop cher. Un ex? Un ami? Pas disponible. Un collègue alors? Même un collègue qui la trouve psychorigide et autoritaire? Qui sait? Un simple contrat pourrait se transformer en miracle de Noël. Je vous montre juste comment ce bouquin, il est juste trop beau. Et chère Nora, signons le contrat de Noël. Judy et Mathias l'ont déjà signé. Seulement ces deux-là ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. J'ai une jolie petite dédicace de Sarah. Est-ce qu'elle m'avait dédicacé l'autre? Chère Nora, belle découverte de cette novella de Noël toute douce. Ensuite, jusqu'au cercle... Non, ensuite... Oui. Ensuite, jusqu'au cercle polaire. Finir une série. Nuit, isolement, aventure, exploration, pays scandinaves. Là, vous le trouverez que d'occasion ou alors sur des listes, sur des sites d'e-book libres de droit parce que Selma Lagerlöf et la traductrice Tekla Amar sont toutes deux décédées depuis plus de 70 ans. Donc, oui, il n'est pas très beau. Mais Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, c'est un petit bijou. Je précise juste que si ça vous intéresse, je vous conseille plus de prendre le livre papier, même si c'est en occasion, parce que l'e-book que j'avais récupéré, je ne sais plus où, il lui manquait quelques chapitres. Donc c'est des chapitres qui sont... C'est un conte en fait, c'est des histoires de contes. Enfin, c'est tout un roman qui est construit, mais à partir de contes. Donc, si vous voulez, les chapitres qui manquaient, je crois qu'il en manquait 6. C'est comme si c'était une petite histoire, en fait, à chaque fois. Donc, c'est pas gênant pour la compréhension. Vous allez rien louper si vous le lisez sous forme numérique. Mais ici, vous l'avez sous forme... Enfin, vous l'avez complètement. Alors, Le merveilleux voyage, à l'origine, c'est une commande d'un cercle de professeurs ou d'enseignants, quelque chose comme ça, à Selma Lagerlöf, qui était une enseignante en primaire, il me semble. La commande, c'était: est-ce que tu peux nous écrire un bouquin de géographie pour les enfants de primaire, pour qu'ils puissent apprendre la géographie de la Suède? Ok. Selma l'a fait de manière très sérieuse parce qu'elle a fait le tour de la Suède. Je crois même qu'elle a pris, elle a fait des voyages en montgolfière pour pouvoir avoir un panorama des paysages, etc. Donc, je trouve qu'au niveau des descriptions qu'elle nous fait, on sent vraiment ce côté vu d'en haut. Et qu'est-ce que c'est cette histoire sinon? Donc, Nils Holgersson, c'est un gamin qui a 14 ans, qui est pas très sympa, qui est paresseux, il aime bien faire des sales blagues, il n'écoute pas son père ni sa mère.
Et en fait, un jour, son père et sa mère vont au temple, parce qu'il me semble ils sont protestants, si je ne me trompe pas. Et du coup, il n'a pas envie d'y aller. Donc ses parents lui disent, bon bah ok, tu viens pas, mais par contre tu vas nous lire ça, et puis t'as intérêt à bien le lire, parce qu'on va te poser des questions sur le livre saint, en fait, dont on te dit de lire un chapitre ou deux. Ok, il y va, tous. Les parents s'en vont, lui il a pas envie de lire le bouquin, ça l'emmerde. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il va emmerder les animaux dans la basse-cour. Parce que c'est un truc qu'il aime bien faire aussi. Il aime bien titiller les gens. Donc ça va pas être des blagues où il va pas blesser les gens, si vous voulez, mais il est chiant. Et qu'est-ce qui va arriver à Nils? C'est qu'il est parti pour emmerder les animaux de la basse-cour, comme il a l'habitude de le faire, sauf qu'il tombe sur un tomte. Un tomte, T-O-M-T-E, c'est un lutin scandinave. Donc ça, c'est un lutin qui a une forme humaine, mais qui a à peu près la taille d'une main. Et ce tomte, il va l'enfermer dans une cage. Et quand ce tomte réussit à lui dire, enfin à le convaincre de le faire sortir de sa cage, pour se venger, le tomte transforme Nils en tomte. Sauf que transformé en tomte, les gens ne le voient plus. Parce que si Nils a vu le tomte, c'est que le tomte, il voulait bien se laisser voir. Et si Nils pouvait communiquer avec le tomte, c'est que le tomte voulait bien se faire comprendre. Donc là, Nils, il disparaît. Et il va entreprendre en fait un tour de la Suède à vol d'oie avec Martin, le jarre, donc le loi mâle de sa famille, et toute une flopée d'oies sauvages qui vont vivre tout un tas d'aventures. Et on a à la fois le côté très tour de Suède en fait, à vol d'oie, mais on a aussi un tour de Suède des contes. On visite à la fois des régions avec leurs caractéristiques, si c'est de la montagne, si c'est de la campagne, si c'est des champs, s'il y a une grande ville, s'il y a un port, euh, quelle production en fait se fait dans telle région, mais aussi quel conte appartient à quelle région. Et c'est pas qu'un catalogue de contes ni un catalogue de paysages, parce que c'est un vrai roman avec des petits personnages récurrents qu'on va croiser de temps en temps et qu'on va revoir ensuite. Et Nils, ce sale gosse, je peux vous assurer que j'avais envie de l'adopter à la fin du bouquin. J'en ai chialé. C'est un très très bon bouquin. Très attendrissant, on sent toute la tendresse de Selma Lagerlöf pour ses enfants, tout le plaisir qu'elle a à leur enseigner plein de choses. Super livre. Ensuite, Aurore boréale, lumière, surnaturel, mystère, esprit, graphique, science-fiction. Alors là, attendez, je vais d'abord vous montrer un autre, parce que j'ai acheté ce livre-là, où je l'ai récupéré, non, je l'ai plus probablement récupéré en boîte à livres. Donc c'est Björn aux enfers de Thomas Lavacherie, aux éditions Medium. Non, c'est l'école des loisirs. Sauf que c'est un tome 2, et j'ai un peu pleuré. Et le premier tome, c'est Björn le Morphir. Donc je vais vous trouver un petit résumé pour vous dire à quel point que j'ai trop envie de lire ça. Oh, ce qu'il est beau, le premier tome. J'aimerais bien le trouver en fait. Alors, Björn le Morphir. Je vous mettrai. Donc, c'est un bouquin de 2006. Je vais vous mettre dans la même. Je vous mettrai la. Comment dire? La couverture dans la même. De l'école des loisirs. La neige est méchante en cet hiver 1065. Elle a décidé de s'en prendre aux hommes. Elle envoie ses légions de flocons sur le Fiesland avec pour mission d'engloutir les villages vikings et tous leurs habitants. Afin d'échapper à la démone blanche, Björn et sa famille se claquent mur dans la salle commune de la maison de son père, Eric, le colosse sans peur. Tous se préparent à supporter un siège qui risque de durer de longs mois. Il est bien noté, hein, il est quasiment noté à 4 sur 5. Oh là là, j'ai trop envie de le lire. C'était le prix Sorcière 2006. Il est aussi aux éditions Rue de Sèvres. Je vais vérifier, ce qui me semble que c'est une trilogie. Thomas Lavacherie.
Alors, à l'école des loisirs, on a Björn le Morphir, Björn aux Enfers, le prince oublié, je pense que c'est celui-là. Björn aux Enfers, la mort du loup. Björn aux Enfers, au cœur du Tanarbrock. Björn aux Enfers, la reine bleue. Donc on est sur au moins une pentalogie, si je ne me trompe point. Mais après, il y a d'autres Björn. Donc je suis un petit peu... je vais regarder sur Booknode. Je vais vous dire combien il y en a. Ok. Donc, on a une série Björn le Morphir avec 7 livres. Je vais vous mettre en fait à chaque fois le nom de la série, combien de livres il y a. Donc là, c'est ce que je disais, Björn le Morphir. Je suis sur de la BD là, rue de Sèvres. On recommence. Non, il y a une série de BD, Björn le Morphir de 7 livres parce que ce sont des BD. Il y a la série Björn aux Enfers. Donc Björn aux Enfers, on a Le Prince oublié, donc celui-là, La mort du loup, Au cœur du Tanarbrock et La reine bleue. Ça, c'est à l'école des loisirs. On a une série Björn aux armées qui compte 3 livres avec le Jarlal, les 1000 bannières, la reconquête. Il y a une série Thor qui a l'air d'être une série Mouche de l'école de loisirs. Je sais pas. Bon, ce qui fait que j'ai soit le premier, soit le deuxième d'une série. Donc, ce qui fait qu'il en manque. Ouais, il y a bien Björn le Morphir. Ça doit pas faire partie de la même série, mais c'est un genre de préquel, je pense. Bref, Björn aux Enfers. Parce que sinon, on n'a pas fini. Je t'attends, Morphir. Personne n'a oublié le message du roi Harald adressé à Björn à la fin de Björn le Morphir. Un message aussi énigmatique qu'inquiétant. Quel genre de mission allait donc être confiée au jeune viking? Elle a de quoi faire frémir. Le souverain lui ordonne de descendre au fond de la terre afin d'arracher son fils, le prince Sven, à la cruelle Mama Fidjar, reine des enfers. Cela n'a rien d'une promenade de santé, même pour un Morphir au pouvoir exceptionnel. Heureusement, Harald encourage Björn à s'entourer de compagnons de son choix. Un guerrier au cœur tendre, une fiancée pleine de fougue, un demi-Irogwar, une chèvre et un bébé dragon souffreteux feront donc partie du voyage. Lors de cette descente aux enfers, le jeune viking va mettre à l'épreuve ses qualités de chef et se découvrir de nouveaux pouvoirs insoupçonnés. Je vérifie juste ici. Oui, ils disent bien que dans cette même collection, il y a le Björn le Morphir avant. Bon, bah, je vais étudier la question et je pense que je vais l'acheter de toute façon. Ce sont des livres d'occasion, donc c'est pas, ça coûte pas non plus un rein. Dans la même thématique, je vais vous parler très rapidement de Sweet Tooth de Jeff Lemire. C'est une série de trois livres graphiques, 3 romans graphiques, donc de Jeff Lemire qui a beaucoup travaillé notamment sur chez Marvel Moon Knight, le chevalier de la nuit, chevalier de la lune. Donc c'est un Sweet Tooth, on est dans un monde post-apocalyptique où on a 2 événements qui sont arrivés en même temps. À savoir qu'il y a la peste, je crois que ça s'appelle la peste, qui est une maladie qui ravage la population, mais genre 90% des gens meurent. Et en même temps, les enfants qui naissent à partir de ce moment-là sont tous hybrides. Donc hybride humain-animal, quel que soit l'animal. Et ce qui fait que les survivants, en fait, ceux qui essayent d'échapper à cette maladie-là, comprennent vite qu'il y a un lien entre les deux phénomènes, d'autant plus que ces enfants hybrides ne sont pas touchés par la peste. Ce qui fait que ce sont des enfants qui sont chassés. Et on a, je crois qu'il s'appelait Gus, qui est le plus vieil enfant hybride qui doit avoir 10-12 ans au début de l'histoire. Il vivait avec son papa dans une réserve et son père en fait se cachait.
parce que comme les enfants hybrides sont chassés, il valait mieux se planquer. Sauf que quand son père est touché par la peste et que Gus se retrouve, du coup il doit enterrer son père, il doit continuer à survivre, mais le temps est long, donc il s'ennuie. Et même s'il a peur de ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'il n'y avait que son papa et lui, à un moment il se dit, faut peut-être que j'aille affronter le monde. Sauf que les enfants hybrides, ils sont chassés. Coup de bol, Gus va rencontrer le costaud, le grand costaud, qui est un homme qui a tout perdu, mais il a tout perdu comme tous les autres survivants ont tout perdu également, parce que la société s'est effondrée et si vous voulez, ça fait des petites poches de personnes qui survivent à droite à gauche, il y a des gens qui pillent, il y a une espèce de résidu d'armée qui s'appelle la milice, qui est à la fois... dont le boulot en fait c'est de chasser ces fameux enfants hybrides qui subissent qui vont qui vont finir leur jour dans des labos disséqués. Et c'est un monde qui n'est pas... il ne fait pas bon vivre. Et il y a une super relation qui se fait entre Gus et le grand costaud. Et on est vraiment sur... Au niveau de l'univers, on est sur un univers où en gros il n'y a pas d'espoir. Et en même temps, il y en a un. C'est un... C'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup touchée. Pour le moment, j'ai vu... Donc c'est adapté sur Netflix, sous le même nom, Sweet Tooth. J'ai vu que les deux premières saisons, donc chut, j'ai pas vu la dernière. Mais ça fait partie de ces livres qui vont rester dans mon cœur pour toute ma vie. On passe à la deuxième grande catégorie parce que ça fait déjà une demi-heure. Féerie des fêtes avec Deck the Halls, une couverture verte ou rouge. Donc je vais vous convoquer en Alaska. Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm, paru chez ActuSF. Ça faisait partie d'une box de Noël ActuSF. On est dans les anciennes éditions ActuSF avant que la maison d'édition en fait rencontre des difficultés. Ferme, il me semble bien, et soit racheté et transformé. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que je n'en sais rien, mais ActuSF est tel le phénix est né de nouveau. Megan Lindholm, il me semble bien que c'est le vrai nom de Robin Hobb, donc l'autrice notamment de l'Assassin Royal. Le Dieu dans l'ombre, tout comme nous regrettons la mort d'Arnaud Cazel, donc ça a fait l'objet d'une vidéo où je parlais des deux bouquins courant octobre, il me semble bien. Je mettrai tous les liens en barre d'information comme d'habitude si ça vous intéresse. On se retrouve avec, comment qu'elle s'appelle la madame Evelyne, 25 ans, elle est mariée, elle a un enfant. C'est pas la grande joie dans sa vie de tous les jours. Le quotidien la mange un petit peu, elle a pas un gros caractère. C'est pas le malheur non plus, mais c'est pas la joie. Et en fait, un jour, son mari, il me semble bien, ils vont quitter l'endroit où ils vivaient, c'était assez précaire, pour aller dans la ferme où son mari est né, parce que quelqu'un de sa famille en fait s'est blessé et ça manque de bras sur la ferme. Donc ils y vont tous, ils ont été d'accord pour ça. Ça doit être quelque chose qui dure quelques semaines, sauf que les quelques semaines se transforment en quelques mois. Et en fait, Evelyne, elle devient un peu la boniche de tout le monde, et au bout d'un moment, ça la saoule grave. Et il y a une double temporalité dans cette histoire, où on se rend compte aussi que c'est un mode de vie qui est assez rugueux. Hein. C'est l'Alaska, il y a moyen de se faire attaquer par un loup quand on va chercher son courrier, ça caille, etc. Et en fait, on a des éléments sur l'enfance d'Evelyne et sur sa vie d'adulte. Et lors de l'enfance d'Evelyne, en fait, un jour, elle a rencontré le dieu dans l'ombre, Pan. Ce n'est pas un satyre, c'est Pan. C'est le satyre, c'est le dieu dans l'ombre. Et quand elle l'a rencontré, en fait, Pan était un enfant. Je n'en dirai pas plus. La raison pour laquelle, en fait, Pan était un enfant, c'est expliqué dans le bouquin.
C'est très bien expliqué dans le bouquin. Et il y a quelque chose de... C'est un bouquin qui a été écrit, il me semble, dans les années 70. C'est un bouquin que je qualifierais déjà de féministe parce que Evelyn, elle prend sa vie en main. Elle finit par dire les choses, surtout quand il y a des choses qui l'emmerdent à son époux, à la famille de son époux, etc. Et elle va retrouver Pan, je vous avouerai, dans sa vie de femme, et ça va changer sa vie. Je n'en dis pas plus. Comme cela avait déjà changé sa vie quand Evelyn et Pan étaient des enfants. C'est un livre que je vous conseille. Il est sans doute un petit peu daté au niveau de certaines choses par rapport à la place de la femme dans la famille, dans la société, etc. C'est un bouquin des années 70. Hein. Les années 70, ça remonte quand même un petit peu. Donc, mais c'est un livre que j'ai vraiment aimé. Joli portrait de femme, très bien au niveau du world building parce que Robin Hobb. Et c'est assez charnel. Ça peut être assez charnel, bizarre parce que Pan c'est un bouc. Hein. Pan c'est un... Il a des jambes de chèvre et puis il a une tête de bouc, donc ça fait un peu bizarre, mais c'est un livre que je vous conseille vraiment. Ensuite, Lumières enchantées avec une couverture qui brille, donc du doré ou des paillettes. On va pas être sur du doré, on va être sur du brillant. Comme vous pourrez le constater, je suis en train de le lire. Poison, charme, beauté de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Je pense que vous allez surtout le trouver d'occasion si ça vous intéresse. On est sur de la réécriture de contes de Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant. Rappelez-vous les princesses en péril, les courageux princes, les pommes enchantées, les pommes empoisonnées, les balles enchantées, les fuseaux ensorcelés. Et à présent, ouvrez ce livre et plongez dans les véritables histoires telles qu'elles n'ont jamais été révélées. On est sur donc de la réécriture de contes. On est sur des héroïnes qui sont caractérisées, des personnages qui sont caractérisés. Il y a un sacré souffle moderne, je trouve, là-dedans, sans que ce soit non plus complètement moderne. Je pense que c'est quand même des livres qui tirent un petit peu leur épingle du jeu à d'autres réécritures de contes. Là, on a vraiment les personnages de Blanche-Neige, de Cendrillon, de La Belle au bois dormant. On a par exemple une Cendrillon qui est jalouse parce que ses demi-sœurs, enfin ses belles-sœurs, les sœurs de sa belle-mère, elles ont tout et qu'elle a fait la boniche. On a une Blanche-Neige qui ressemble un petit peu à la Blanche-Neige de Once Upon a Time au temps où elle vivait dans la forêt et qu'elle savait se servir d'un arc et des flèches et puis qu'elle avait besoin de personne pour manger ou pour se battre. Et on a des princes qui ne sont pas non plus totalement lisses. C'est une très jolie plume. C'est vraiment super sympa. J'en dis pas plus parce que je suis en train de les lire et ça fera une... j'en parlerai en fait dans... Je ferai une vidéo sur les 3 livres. Très bonne surprise. Très très bonne surprise. Bon, la couverture, elle n'est pas très jolie. Euh, S'embrasser sous le gui avec une romance de Noël. Je vais vous parler de... Je vais pas chercher le bouquin parce que vous n'aurez pas cette couverture-là si ça vous intéresse. Bon, c'est la 3e fois que je parle d'elle. Crush and Love, My Christmas de Sarah Fay. Donc, je vais regarder ce que c'est parce que je ne les ai pas lus. Vous pouvez le trouver à 29,90 € sur le site de Sarah Fay parce que je viens de le voir. Alors, attendez... C'est le premier tome d'une série de 3 livres. Donc la série Crush and Love. C'est d'abord Crush and Love My Christmas, ensuite My Valentine et en dernier My Wedding. Noël viendra-t-il à bout des préjugés? Thomas, je déteste Noël. Malheureusement pour moi, l'avenir de ma société est entre les mains d'une journaliste débutante complètement dingue des guirlandes et des sapins. L'enfer sur terre. Vanessa. J'ai enfin le job de mes rêves. Point négatif, je dois me coltiner le cofondateur de Crush and Love, l'application de rencontre la plus en vue du moment. Bon sang, s'il n'était pas aussi prétentieux et imbu de lui-même, je le trouverais presque charmant.
mais il peut bien me faire les yeux doux. Je n'entrerai pas dans son petit jeu de séducteur, plutôt mourir que de sortir avec lui. Alors, il me semble que les 2 premiers bouquins, c'est sur Thomas et Vanessa. Ouais, c'est ça, parce que My Valentine, c'est les mêmes. Et le dernier, on est sur un autre couple, donc c'est Nicolas et Emma. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, en barre d'informations si vous avez envie de regarder tout ça. Item suivant. Au coin du feu, avec un livre cocooning qui réchauffe le cœur et l'âme. Pourquoi Je ne l'ai pas lu. Vous l'avez sûrement déjà vu, je le dépoussière. Vous l'avez sûrement déjà vu dans au moins 2 piles à lire. Je parle d'un roman jeunesse, Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone. Regardez comme il est joli. C'est un livre que j'ai eu d'occasion aussi dans un vide-grenier, au vide-grenier le magasin. Je crois que c'est à partir de 10 ans, on est chez Gallimard Jeunesse, je le trouve magnifique et en plus, il neige. Vous avez vu qu'il y a de la neige autour? La maléfique reine des glaces règne sur les terres gelées d'Erkenwald. Pour changer le destin du royaume, Eska, une jeune dresseuse d'aigles, et Flint, un inventeur à l'imagination infinie, se lancent dans un voyage qui les mènera des monts éternels jusqu'aux confins de notre monde. 2 héros qui cherchent leur place, un univers polaire fascinant et le souffle de la grande aventure. Découvrez la voix vibrante, subtile et empreinte d'humour d'une nouvelle auteure. On est sur un bouquin qui fait un peu moins de 300 pages, c'est quand même écrit plutôt gros, sur ces 10 ans. À mon avis, ça se lit assez vite, c'est assez doudou. C'est très la froideur, c'est très Noël. C'est très hiver. Catégorie suivante, froid polaire, avec stalactite ensanglantée, donc c'était le premier item, thriller, policier, cosy, mystère. Je vous propose Canada de Richard Ford aux éditions Point. Je ne pense pas qu'il soit déjà passé en book haul. Je pense que je ne l'ai pas diffusé encore. Donc c'est un bouquin que j'ai acheté d'occasion aussi, comme d'habitude, parce que je suis une grande fan de l'occasion. Dale Parsons a 15 ans lorsque ses parents braquent une banque. Pour échapper à l'orphelinat, il s'enfuit au Canada. Dans la région sauvage du Saskatchewan, il se réfugie chez Arthur Remlinger, charismatique et mystérieux propriétaire d'un hôtel qui le prend à son service. Au milieu d'hommes pour qui seul compte la force brutale, Dale enterre son innocence et part à la recherche de son nouveau destin. Il y a une petite citation. Ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a rêvé de faire, un beau jour, tout se rejoint. Richard Ford, né en 1944 à Jackson, est l'un des chefs de file de la littérature américaine. Indépendance, prix Pulitzer et prix Faulkner 1996, un week-end dans le Michigan et une saison ardente sont disponibles en points. L'Express dit roman d'une puissance et d'une beauté exceptionnelle sur la fin de l'innocence, la jeunesse perdue et l'inextricable enchaînement des destinées. Ensuite, Let It Snow, le titre contient un mot hivernal. Flocons, neige, hiver, froid. Alors, je vais vous parler d'un livre dont j'ai déjà parlé dans le 7 jours 7 livres sur des livres jeunesse. C'est La cérémonie d'hiver d'Élise Fontenaille. On est sur une histoire qui se passe... on est sur une héroïne native canadienne, donc d'origine indienne. Je ne sais plus quelle tribu. Sa grand-mère un jour proteste en fait contre un projet d'autoroute qui risque de couper couper la forêt en deux et donc qui risque d'avoir des conséquences sur un plan écologique. Donc cette grand-mère-là est partie faire une manifestation. Elle a été arrêtée et parce qu'elle ne s'est pas excusée, elle a passé quelques jours en prison. Au cours de son séjour en prison, elle se chope une tuberculose ou un truc comme ça et elle en meurt. Et sa petite fille, c'est une jeune femme qui était soigneuse, j'allais dire, j'ai fait un féminin bizarre là.
Donc sa petite fille était une soigneuse dans un zoo et s'occupait des rapaces. C'est pour ça que je vais vous mettre quelque part la couverture de toute façon du bouquin. Donc il y a un aigle. Et dans cette tribu-là, si vous voulez, la vengeance, c'est un art de vivre. La vengeance fait partie de la culture de cette tribu. Et pour elle, en fait, pour cette petite fille, qui est une petite fille qui est adulte, hein, qui a été élevée par cette grand-mère, euh, elle va se venger. Elle va se venger pour la mort de sa grand-mère. Et sa grand-mère représente tellement pour elle qu'elle elle est un peu à un point de toute façon, j'irai jusqu'au bout. On avait, je me souviens moi, un style qui était quand même superbe. On était chez Rouergue à Dos Noir, je me souviens. Un style qui est vraiment très joli, c'est très documenté. Edith Fontana, c'est une autrice qui a vécu au Canada et qui a fait des recherches. Et c'est pas le premier livre qu'elle a fait sur cette communauté indienne. Et c'est très 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 belle lecture que j'ai préféré libérer en boîte à livres pour que quelqu'un de jeune et désargenté puisse se découvrir. Très très belle recherche. Très belle plume, très bon bouquin. Ensuite, Marcher dans la neige, Nature Writing, littérature de voyage, grands espaces et nature. Je vais vous parler de deux choses là aussi. Je vais vous parler de l'auteur et l'explorateur Mike Horn, qui est sud-africain et qui a fait plusieurs explorations sur le cercle polaire, en Arctique, oui, Arctique-Antarctique. Et donc il a écrit plusieurs livres sur ces explorations-là. Donc on n'est pas du tout sur de romans, on est sur un genre de documentaire. C'est un auteur qui alerte pas mal aussi sur des questions d'environnement et qui sait tout à fait se démerder en fait à survivre dans des milieux hostiles, sachant qu'il a quand même une équipe derrière lui pour venir à son secours au cas où. Je ne sais plus exactement quel livre j'ai lu, c'était il y a quelques années, je vais vous mettre en bubule et en barre d'informations certainement. Il y a au moins deux bouquins en fait qui concernent le froid, la neige. Et sinon je voulais parler de L'enfant qui voulait être un ours, qui est un livre, qui est un film de 2002 il me semble, et je crois que... Alors soit ça a été adapté d'un album jeunesse, donc on est vraiment pour les petits là, soit l'album jeunesse est une albumisation du, euh, du, du film d'animation. L'enfant qui voulait être un ours, on est chez les Inuits, donc sans doute au Canada, il me semble. Peut-être au Groenland, je ne sais plus exactement, mais on est chez les Inuits. Les Inuits, à un moment en fait, il y a un Inuit qui devait être poursuivi par des ours et qui a dû vouloir les effrayer. Sauf que l'une d'elles était une femelle qui était pleine, qui fait une grande chute et qui perd son petit. Elle était enceinte, donc elle perd son petit. Et cette pauvre maman ours qui n'a plus de petit est très malheureuse en fait, vit très mal la perte de ce bébé. Et donc le papa ours, il décide d'aller se venger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voler un enfant chez les Inuits. Il vole l'enfant en fait du chasseur qui a tué son petit. Donc il vole le bébé. C'est un petit qui ne marche pas encore, qui va vivre quelques années avec eux, comme un enfant, comme un petit animal, et qui va un jour être récupéré par ses parents. Sauf que ses parents récupèrent un enfant de 7-8 ans, qui est complètement sauvage, qui ne parle pas, et qui est un bébé ours. Et, et c'est vraiment une super histoire, parce que une fois que le petit, en fait, il réapprend à parler, etc., il se rend compte, en fait, qu'il a rien à faire là. Il a rien à faire chez ses parents. On est bien dans l'enfant qui voulait être un ours. Et il y a toute une quête, en fait, chamanique. On est vraiment sur la religion, les croyances inuites. Il y a toute une quête, en fait, de cet enfant qui veut redevenir un ours pour vivre auprès des siens. Superbe.
Dernier item, la magie de l'hiver. Être du folklore hivernal, mythologie nordique. On est nordique de l'Est. Contes et légendes de Noël de l'hiver. Je voulais vous parler de la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. On a L'ours et le rossignol, La fille dans la tour et L'hiver de la sorcière. Vous admirerez les couvertures d'Aurélien Polis, comme la police. C'est magnifique et on est chez Folio SF. Je vais vous montrer que le premier. La trilogie, en fait, on va suivre le personnage de Vassia, qui est une petite fille qui a le pouvoir de communiquer et d'interagir avec les esprits du foyer, les esprits de la nature, les roussalkas, etc. Cette petite fille-là va être très rapidement prise pour une sorcière parce que tout le monde ne peut pas faire ça et parce que la religion chrétienne orthodoxe prend de plus en plus de place et que ça sent un petit peu trop le soufre en fait de communiquer avec le bannique du bain ou le domovoy de son foyer. Ouf, j'ai failli me blesser. Et cette petite fille-là, qui va grandir, va devenir une adolescente, une jeune fille, va se retrouver aux prises au milieu de deux guerres. Parce que du côté des humains, on va dire, on a les Tatars il me semble que ce sont les ancêtres des Mongols, si je ne me trompe pas. Je suis nulle en géo, mais ça ressemble un petit peu à ça. Donc les Tatars, en fait, ils font des raids dans des villages, ils tuent et massacrent tout le monde, ils volent et ils repartent ensuite dans leur campement ou alors ils peuvent être aussi à Moscou. Ils sont à Moscou aussi. Et généralement, les boyards, qui sont les petits seigneurs terriens, pour pas se prendre le chou avec les Tatars, ils leur payent un tribut et comme ça, les Tatars sont censés leur foutre la paix. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Et l'autre guerre en fait qui les menace, c'est la guerre entre l'ours qui est le frère de Hiver, le dieu Hiver, Morosco. Donc l'ours est une créature maléfique qui a été enchaînée parce qu'il est maléfique. Et donc il y a ces deux guerres-là qui se profilent. Une guerre historique et une guerre, on va dire, féerique. Et cette jeune fille, donc Vassia, va rencontrer Morosco à plusieurs reprises. Je vous préviens, on est sur du slow burn, mais très slow. Je crois qu'il y a un bisou au tome 2. Et c'est très bien documenté je le ressens vraiment, c'est très bien documenté sur les légendes, sur le Moyen-Âge. On est dans la Russe médiévale. C'est pas la Russie, mais on est dans la Russe médiévale. Euh, Catherine Arden, elle a fait des études et je crois qu'elle a enseigné aussi en Russie, donc elle sait de quoi elle cause. Hein. Très, 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 très belle histoire. J'ai adoré. Je pense que je l'aurais encore plus adoré si je les avais enchaînés. Mais j'ai choisi de lire et de faire une vidéo par bouquin, ce qui fait que j'ai dû étaler la lecture sur 6 mois. Et je pense que si je les relisais, je les mangerais. Je les mange dans la semaine. Donc je vous conseille très fort cette trilogie donc de Catherine Arden, la trilogie d'une nuit d'hiver. Et on s'arrête là. Ce qui fait que ça me fait une toute petite pile à lire à moi parce que il n'y en a pas tant que ça que j'ai pas lu dans cette pile à lire. Mais en tout cas, merci à Book and a Cup pour nous avoir concocté ce très joli challenge qui est inspirant. Donc ce coup-ci, là, je me la suis jouée prudente parce que je me dis, à force de faire des piles à lire à droite à gauche, je me retrouve avec des trentaines et des cinquantaines de bouquins à lire. C'est pas très sérieux tout ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire des bouquins parmi ceux-là. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous faites une petite pile à lire là-dedans, si vous avez... si vous voulez participer au challenge. Je vais vous mettre la vidéo de A Book and a Cup et des autres créatrices qui ont créé et repris le Cold Winter Challenge avant A Book and a Cup. Il y avait d'ailleurs... oh, je sais plus comment elle s'appelle, qui est très connue là. Je sais plus.
Je vous mets tout cela en barre d'informations et si ça déborde un petit peu, ça sera un premier commentaire épinglé. Je préviens juste que, donc normalement samedi, il y aura les contes, dimanche, il y aura la suite des Hauts de Hurlevent. Par contre, je suis pas très dispo cette semaine, donc ça sera peut-être pas à 7h tout pile. C'est pour ça que là, j'enregistre et je monte directement derrière. Donc voilà, en espérant être très efficace. À tout bientôt, lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!